Le cercle RH, notre débat quotidien, on parle de la jeunesse. Mais laquelle ? La jeunesse qui est tournée vers l'Europe, avec cette année consacrée, l'année européenne de la jeunesse, avec ces jeunes qui bougent, qui vont étudier, qui vont découvrir aussi, au-delà d'étudier, ils vont découvrir des cultures, des manières de travailler. On va parler du service civique, évidemment, d'Erasmus+, parce que c'est l'occasion aussi de permettre à des jeunes d'apprendre une langue, de découvrir une culture et finalement de s'emparer de la chose européenne. L'Europe dont on parle beaucoup, évidemment, dans cette crise et de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, et avec des pays européens qui sont évidemment en première ligne. Je pense à la Roumanie, je pense à l'Allemagne, évidemment, entre autres. Avec moi, deux invités. Béatrice Engrand, merci d'avoir répondu à notre invitation, présidente de l'Agence du service civique, et vous êtes chargée de la mise en œuvre de ce service civique, pour être très concret, et notamment de Erasmus+. Vous allez tout nous raconter, notamment autour de la jeunesse et du sport, parce que c'est aussi d'autres axes au-delà de l'emploi. On va en parler avec vous dans quelques instants. Adina Revel, merci d'être là. Vous êtes la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. On ne le dit pas assez, mais la Commission européenne a des bureaux, un à Paris, un à Marseille, puisqu'on ne parle jamais de ce bureau marseillais, où la Commission européenne fait aussi, et c'est l'objet de votre présence, de la pédagogie pour expliquer ce que fait l'Europe. Parce que c'est vrai que parfois les hommes politiques français oublient d'indiquer que derrière il y a des fonds européens, et notamment sur un jeune une solution, parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. D'abord, Béatrice Engrand, sur cette question de la jeunesse tournée vers l'Europe, c'est un titre de presse ou c'est la réalité ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération se dit: je ne commence pas ma carrière sans avoir goûté aux joies d'une année, de 6 mois ailleurs. Est-ce que ça, vous l'avez statistiquement ? Alors, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est rappeler finalement le rôle de l'Agence du service civique dans la mise en œuvre de programmes européens. Donc, l'Agence du service civique met en place, déploie le service civique, comme son nom l'indique, depuis 12 ans maintenant. Et le service civique peut être fait principalement en France et aussi en Europe, j'y reviendrai. Service civique européen ? Alors, le service civique, c'est une politique publique qui a été créée en 2010 par Martin Hirsch, qui permet à chaque jeune de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans, s'il est en situation de handicap, d'exercer pendant 6 à 12 mois une mission d'intérêt général, une mission de solidarité auprès des plus démunis, auprès des handicapés. Quand on dit intérêt général, c'est dans les ONG, les associations, des préfectures, Tout à fait. C'est dans des organismes à but non lucratif, donc les associations, les services publics de l'État et les collectivités territoriales, en marge, les fondations. Et ce service civique qui a été pensé pour être principalement effectué en France, il a une dimension européenne, il peut être fait en Europe, il peut aussi être effectué par des Européens qui viennent en France. Et en plus de cette mission de mise en œuvre du service civique, l'agence française, comme on l'appelle, est aussi en charge du programme Erasmus+, jeunesse et sport, et du corps européen de solidarité. Connu, c'est une marque très connue, Erasmus. Erasmus+, oui. Il y avait Erasmus, et depuis 2 ans, on a rajouté le plus, parce que ça doit toucher plus de jeunes et il y a plus de moyens. Et dans ce programme Erasmus qu'on connaît principalement parce qu'il bénéficie à des étudiants et à des apprentis, mais aussi à des enseignants, à des professeurs d'université, il y a une version qui s'adresse à des jeunes qui peuvent se rencontrer dans un cadre non formel, comme on dit, c'est-à-dire hors des salles de classe, hors de la formation. Je pense à l'OFAGE, par exemple, à l'organisme franco-allemand. Ça, c'est un organisme bilatéral qui permet là aussi... Que j'ai dirigé pendant 10 ans. C'est pour ça que je me permettais d'en dire un petit mot. Qui permet de se faire se rencontrer des jeunes Allemands et Français. Et s'ajoute à ces programmes le Corps européen de solidarité, qui est une mission donc, qui permet à des jeunes d'exercer des missions d'intérêt général en Europe et qui est financée par la Commission européenne, à la différence du service civique fait en Europe qui est financé par le budget français. Par le budget français. Adina Revel, là je vous pose la question à vous là, très directement. Vous êtes la porte-parole de cette représentation de la Commission européenne en France. C'est quoi la mission de la représentation de la Commission européenne ? Parce que la Commission européenne, et évidemment vous dépouillez toute la presse dans les pays où vous avez des bureaux, on a souvent comme ça des échos. C'est encore la Commission européenne, c'est-à-dire Bruxelles, qui nous a pondu. Vous l'entendez fréquemment. C'est quoi votre mission ? C'est de nous expliquer ce que vous faites et ce que fait vraiment l'Europe ?
Alors, c'est le visage de la Commission européenne en France, parce que je suis là aujourd'hui justement pour vous parler de la Commission européenne, de l'action de l'Union européenne et des choses très concrètes. Donc, l'Union européenne, on parle souvent de l'Union européenne, du rond-point Schuman à Bruxelles. L'Union européenne, ce n'est pas le rond-point Schuman. L'Union européenne, ce sont des réalisations très concrètes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le plan Un jeune, une solution, qui est très important et qui bénéficie vraiment à tous les citoyens. Donc, c'est ça notre rôle, c'est de montrer l'Europe au quotidien. Et vous avez très bien rappelé que nous sommes sur le terrain, à Marseille aussi. Ce n'est pas que à Paris. Et nous sommes aidés dans notre mission par des nombreux centres Europe Direct qui sont partout sur le territoire français et qui sont vraiment l'Europe sur le terrain, parce que c'est ça l'Europe qui marche. En France, alors Un jeune, une solution, on en parlera avec vous, parce que l'Europe est derrière cette initiative, mais qui marche très très bien ici en France. On a connu le service civique. Dans des administrations en France, il y avait des services civiques qui venaient aider, accompagner. Il y a le service civique européen. Comment ça se passe? Comment on a implémenté? Parce que ce n'est pas si simple de mettre en place des services civiques européens. Il y a la barrière de la langue, il y a la complexité du logement. Enfin, il y a toutes les questions que se pose un jeune de 17 ans qui dit je partirais bien, moi je ne sais pas, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Mais je suis logé où? Comment ça s'organise? Ça, c'est un sujet que vous prenez en charge et je vous donne la parole, évidemment, côté service civique. Comment vous le gérez, ça? Oui, donc il faut savoir qu'il y a 1 milliard d'euros du budget de l'Union européenne qui est dédié au financement donc, du paquet, en fait, de l'étudiant et du jeune, justement, qui en part en service civique à l'étranger. Et donc, c'est le financement européen. Et donc, l'Union européenne finance. Et ensuite, les entreprises qui reçoivent en fait, les jeunes ou les organisations qui le reçoivent sont aidées elles aussi. Sont aidées avec l'argent européen justement. Elles reçoivent pour le logement, pour les logements, pour le logement, pour les frais de base, pour l'argent des poches, la nourriture. Oui, parce que c'est un coût, Béatrice Engrand. C'est ça. Donc c'est un coût pour le jeune. Il se dit moi j'ai envie, mais ses parents disent mais j'ai pas les moyens que tu le fasses. Donc pour la programmation, les années 2021-2027, le budget pour ce corps européen de solidarité, il s'élève à 1 milliard d'euros. Il vise 270 000 jeunes dans toute l'Europe, ça fera à peu près 27 000 sur 5 ans, 27 000 pour la France. Donc c'est un peu plus que dans la programmation précédente, mais c'est pas non plus encore extraordinaire. 270 000, si vous ramenez ça à quelques 4 millions de jeunes en Europe, c'est pas tout à fait suffisant. Mais ce qui est certain, c'est que ce corps européen de solidarité, il finance le voyage, le logement sur place et il donne de l'argent de poche aux jeunes. Et on a vraiment beaucoup de demandes pour ce programme que nous mettons en place pour la Commission européenne. Ou l'indemnité, je ne sais pas comment on l'appelle, de ce jeune qui reçoit quoi, 500, 600? Alors il reçoit pour le CES, pour le Corps européen de solidarité, il reçoit ce qu'on appelle dans le jargon européen un argent de poche, per diem, bon, plutôt latin, alors que pour le service civique, quand il est fait en Europe, le jeune, malheureusement, ne reçoit pas d'aide au voyage ni au logement, mais il reçoit l'indemnité qu'il recevrait s'il faisait son service civique. C'est pour ça que je distingue bien les deux. On distingue bien les deux. Il y a le service civique qui est, excusez-moi du peu, mais un peu moins avantageux que ce corps européen dont vous parlez. Enfin, en termes d'organisation, il vaut mieux que j'aille sur un corps européen qu'un service civique. Disons, le CES, il a été inventé pour soutenir la mobilité des jeunes. Donc, effectivement, il a le cadre idéal pour ça. Pour le service civique, qui a été pensé comme une politique publique française, il y a une cerise sur le gâteau, c'est qu'il peut être fait en France, mais c'est pas encore complètement dans son ADN. Et l'idée du président de la République, qu'il a formulée et proposée à ses partenaires européens le 9 décembre dernier, c'est que les partenaires européens, les 27, essayent de progresser ensemble vers un service civique européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que chaque pays européen ait son propre service civique national. Il faudrait qu'il le dupliquer sur l'ensemble des pays. Exactement. Aujourd'hui, c'est 7 pays, donc vous voyez, la marche est haute. Mais je trouve que comme ambition, c'est intéressant parce que ça permettrait aux jeunes de circuler entre des services civiques nationaux. Et quoi de mieux pour encourager, susciter ce sentiment d'appartenance à l'Europe qui est parfois vécu comme un peu lointaine par les citoyens. Un peu moins ces derniers jours, si je m'autorise à le dire comme ça. C'est certain, mais est-ce que resserrement il y a un resserrement quand on lit les médias, il y a un resserrement dans les classes sociales éduquées, est-ce qu'il y a et dans les décideurs européens. Et dans les décideurs, est-ce qu'il y a un resserrement de ce sentiment européen jusque dans les fins fonds des campagnes françaises ou des banlieues françaises? Je ne sais pas, j'espère que oui, peut-être que oui.
c'est peut-être un peu moins évident. Et la mobilité, ça sert vraiment à ça, à susciter ce sentiment d'appartenance, et notamment par le service civique, parce que les jeunes vont avoir collectivement, ils vont agir collectivement sur un territoire. Puis apprendre mille choses. Et apprendre mille choses, évidemment, la langue de l'autre, mais aussi comment fonctionne un pays, une culture. Ils vont apprendre à s'adapter, tant de compétences qui sont très, très attendues sur le marché du travail. Cette adaptabilité est évidemment très attendue. Adina Revol, on peut aller en Roumanie, je n'ai pas cité ce beau pays qu'est la Roumanie, mais c'est quoi? C'est une première marche vers un emploi ou c'est d'abord, d'un point de vue philosophique, c'est penser comme une expérience de vie avant de se dire, tiens, ça va permettre aux jeunes de pouvoir trouver un emploi rebond. Je n'ai pas le sentiment que ce soit tout à fait ça, la philosophie. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de donner un sens à son engagement. Plus que jamais. Et on le voit pour l'engagement en faveur du climat, on le voit dans l'engagement, dans l'accueil des migrants, par exemple. Et donc, le corps européen de solidarité, il est pensé justement dans cette logique de solidarité qui est déjà à la base de la construction européenne. On le voit ces jours-ci, cette solidarité européenne qui se manifeste. Donc, le corps européen de solidarité, c'est au début, donc au débat, au début, c'est la solidarité européenne pour des causes d'intérêt général, pour des défis d'intérêt général. Et c'est ça la logique, la philosophie derrière. Mais il y a d'autres dispositifs qui sont en train d'être mis en place, notamment un dispositif qui s'appelle ALMA, qui permet en fait... On connaissait que c'est compliqué. Vous avez vu, on est parti du service civique, on a le nouveau dispositif où on est aidé, puis là, vous nous parlez d'un troisième... On ne pourrait pas simplifier les choses, non? Je le dis comme ça de manière un peu abrupte, mais c'est complexe. Ça a déjà été simplifié, là, pour cette programmation 2021. Bon, alors 2027. ALMA, alors c'est un nouveau dispositif qui aide les jeunes en situation toute particulière, parce que la jeunesse, en fait, on est parti du constat que la jeunesse a été... malmenée. Non, la jeunesse a beaucoup souffert pendant cette pandémie. On l'a vu partout en Europe. Donc, c'est une cause européenne. Et il fallait apporter une réponse européenne. Et donc, nous avons mis en place un dispositif pour aider les jeunes qui sont en situation de besoin et qui peuvent faire un stage ou une expérience professionnelle pour l'ensemble des pays de l'Union? Pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et donc, c'est une nouveauté. C'est dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse. C'est l'action phare de cette année européenne de la jeunesse qui a été annoncée en septembre de l'année dernière. Et l'idée, justement, c'est de permettre à tous les jeunes qui sont en dehors de l'emploi et qui sont en situation de précarité d'avoir une expérience européenne. Et c'est là une première marche vers l'emploi, par exemple. Pour être concret, parce que c'est un vrai sujet, puisqu'on parle du contrat d'engagement jeune qui va être signé là, qui a été signé demain, il y a quand même cette idée qu'on va chercher les jeunes les plus démunis. Alors c'est déjà assez compliqué de les faire venir à la mission locale et à Pôle emploi. Vous nous dites... Il faudrait qu'ils partent en Europe. Enfin, je veux dire, sur le plan pratico-pratique, c'est la philosophie, mais c'est quand même très compliqué. Ce qu'on voit avec le corps européen de solidarité, c'est qu'à peu près 38% des bénéficiaires sont des jeunes ayant moins d'opportunités, des NEET, on pourrait dire, sans emploi, sans formation. Qui se disent, j'ai peut-être aussi une possibilité. Ils sont accompagnés, et c'est ça qui est très intéressant avec le corps européen de solidarité, même s'il ne vise pas l'employabilité, c'était la question que vous aviez tout à l'heure, mais plutôt le développement de compétences citoyennes, c'est qu'il y a cet accompagnement par un tuteur, par un formateur, qui fait donc du pays choisi. Mais aussi dans le pays d'accueil, parce que le corps européen de solidarité, j'imagine que ce sera pareil pour ALMA, en fait fonctionne aussi sur un partenariat entre une association de départ et une association d'accueil. Vous êtes d'accord avec moi, vous êtes une actrice de ces sujets, donc vous les connaissez par cœur, tous ces acronymes qui s'empilent les uns sur les autres. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, je veux dire, pour le père de famille ou la mère de famille ou le jeune, il se dit, oh là, quel casse-tête. Non, enfin, vous n'avez pas cette... Comment on pourrait simplifier les choses? Je pense qu'il faut des émissions comme la vôtre déjà. Et puis, sûrement. C'est vrai que si on va quand même sur le site ALMA, qui est encore en cours de construction, mais sur le site Corps européen de solidarité, le site Service civique, c'est quand même assez facile de s'y retrouver. Ce qui est plus difficile, c'est de former les travailleurs sociaux, tout ce qu'on appelle les acteurs de jeunesse, les enseignants, tous ceux qui sont auprès de notre jeunesse et qui doivent expliquer ces dispositifs, et qui doivent informer une fois que le jeune est informé, sur le site internet, c'est clair. Vous avez raison. Je savais que vous alliez réagir. Je vous ai piqué à la Commission. La Commission européenne est piquée. Donc c'est le job de la représentation. Mais
voilà, nous ne sommes pas des hologrammes, nous ne pouvons pas tout faire. Et donc, pas Jean-Luc Mélenchon, ça que vous nous avons demandé à des jeunes justement de réfléchir à comment faire en sorte que tous les jeunes aient accès à l'information. Donc justement, on a un projet avec des jeunes étudiants qui travaillent sur cette question et nous allons avoir le résultat au mois d'avril-mai et nous allons le présenter justement à la Commission européenne à Bruxelles pour travailler là-dessus. Des campagnes, on parle de France là en l'occurrence, mais les campagnes les plus reculées ou les territoires métropolitains un peu éloignés, des zones de banlieue où certains jeunes n'ont pas accès à l'information, c'est comment leur permettre de savoir qu'il y a des dispositifs qui peuvent leur permettre de partir dans presque tous les pays européens. Après, je ne voulais pas être caricatural. Non, mais l'information va aussi très loin, notamment heureusement. Non, mais c'est touché au plus près. Mais touché au plus près. En fait, il y a l'information, puis il y a aussi la manière dont le jeune va se l'approprier. Et l'idée de s'appuyer sur des pairs, le peer-to-peer, comme on dit, de s'appuyer sur les pairs, c'est vraiment clé parce que le jeune, il va s'identifier à quelqu'un de son âge. Bien sûr. Il va lui dire, c'était bien, c'était super, tu dois faire pareil, grâce à ça. Je me suis fait des amis, j'ai trouvé du travail. Pour la première fois, j'ai entendu des jeunes qui m'ont dit, je suis partie à Berlin pour la première fois. Je me suis sentie français parce que mes copains allemands me regardaient comme le français. Voilà. Et ça, c'est quand même des événements, des apprentissages dont on a absolument Notre besoin. Identité se définit ou se redéfinit dans le regard de celui qui vient d'un autre pays, qui dit tu es français, ce dont on ne se rend pas tout à fait compte quand on vit sur son propre territoire. Et puis aussi, l'expérimentation, la prise de conscience qu'on a ce territoire formidable qui est un territoire de paix avec à ses frontières maintenant, une guerre, ça me donnait vraiment des frissons d'en parler, parce que moi, mon engagement, ça a été toujours le dialogue interculturel, le dialogue entre les cultures, et je crois que c'est très important. Nos grands-parents, pour eux, ils ont connu la guerre, c'était évident. Ensuite, la paix, ils l'ont voulu. Franco-allemande, c'était évident. Peut-être que pour les jeunes, ils n'en ont pas suffisamment conscience, et souvent, ce sentiment de l'importance de la paix, il surgit avec la rencontre de l'autre, grâce à la mobilité, grâce à ce sentiment qu'on circule facilement entre les pays d'Europe. Et c'est la rencontre. Là, je voudrais juste partager un témoignage purement personnel, parce que je suis née en Roumanie, donc j'ai connu le communisme. Et puis j'ai connu aussi la guerre en ex-Yougoslavie, parce que c'était pas loin. C'est très près. Et puis... à part mes fonctions à la Commission européenne, j'enseigne et donc je rencontre des étudiants et je me rends compte que les étudiants d'aujourd'hui, en fait, ne savent pas ce que c'est la guerre parce qu'ils l'ont jamais vécu. Ils sont nés en 90, en 96. Pour eux, la guerre, c'est quelque chose de très lointain. C'est un jeu vidéo parfois. Parfois, malheureusement. Et donc là, aujourd'hui, on vit la guerre en Europe, en fait. Parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. Ce n'est pas encore l'Union européenne, mais c'est l'Europe. D'ailleurs, avec la demande du président ukrainien une procédure d'urgence pour adhérer à l'Union européenne, comme ça ne vous aura pas échappé. Pour en venir aux chiffres, parce que c'est intéressant, le service civique, je l'ai dit, c'est pas un marchepied vers l'emploi, mais ça donne confiance, ça donne une bonne maîtrise d'une langue, en tout cas une connaissance de la langue. Est-ce qu'on a des chiffres concrets là, de ces jeunes qui, indépendamment des services civiques français, ça on a les chiffres, mais combien de jeunes veulent, où on dépose un dossier pour dire je veux aller en Italie, je veux aller en Espagne, je veux aller en Roumanie, je veux aller en Hongrie, bref. Je veux bouger. Et on en a combien de jeunes là qui... Donc sur le service civique français, c'est presque 600 000. D'ailleurs, je crois qu'on a passé la barre des 600 000 aujourd'hui, depuis la création. Donc qui ont un emploi, pas un emploi, mais une fonction de mission de service civique. Général. Voilà. Pour sa dimension européenne, on a été évidemment un peu affecté en 2020-2021 par la pandémie, ça bougeait moins. C'était en 2019 l'année de référence. Plus de 300 jeunes qui sont partis faire un service civique en Europe. Donc vous voyez, ça reste modeste. C'est ça. 1200 Européens qui sont venus en France faire un service civique. Je m'autorise. Les Français sont toujours un peu moins mobiles que d'autres peuples européens. Je m'autorise. À côté, il y a le corps européen de solidarité. Voilà. Et ça, c'est plus de 3000. C'est celui-ci parce qu'il est aidé. Et ça, c'est plus de 3000 jeunes en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mobilité vers l'Europe, dans le cadre du CES, elle a été maintenue en 2020, 2021. Il y a eu un fléchissement, mais qui est vraiment mineur. Et ça montre l'intérêt, l'importance que les jeunes... Ils choisissent quel pays, Madame Engrand? C'est quel pays? C'est intéressant. Ils veulent aller où? Au sud, à l'est? Allemagne, Espagne, Italie, Pologne. Voilà les 4 pays à l'envoi, à l'accueil principaux. Et puis après, de manière et la Roumanie, résiduelle, un peu la Roumanie aussi, bien sûr. Un peu la Roumanie. Quelques unités, qui est un pays... En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de Roumains qui choisissent la France. Parce que c'est un pays frère. C'est un
frères. latin. Et même par la langue, d'ailleurs, il faut préciser que la Roumanie est une langue de base latine, je ne dis pas de bêtises en disant cela. Oui. Qui est membre de la francophonie. Et qui est, exactement, et qui est très inquiète, évidemment, à l'aune de cette guerre qui a lieu au moment où l'on se parle en Ukraine. Un mot quand même, parce que je me tourne vers vous, on parle d'emploi, on parle de service civique, on parle de confiance, on parle d'idée que cette jeunesse se resserre autour d'un idéal européen, donc l'idéal de la paix, évidemment un petit peu mis à mal depuis 6 jours, 7 jours maintenant. Sur l'emploi, je voulais vous entendre parce que le Parlement s'est saisi d'un SMIC européen avec un vrai débat au sein des parlementaires. On sort un tout petit peu du sujet, mais il y a la Commission européenne sur le plateau, profitons-en. On en est où? Ça avance pas? Est-ce qu'on peut rêver un jour d'un SMIC européen? Comme vous le savez, la priorité de cette commission, c'est de créer une économie sociale de marché. Ça a été dit et redit par la présidente von der Leyen. Elle a tenu parole parce qu'elle a fait une proposition il y a 1 an environ de création d'un salaire minimum décent dans l'Union européenne. Et justement, les États membres, donc le Conseil des ministres que la France préside en ce moment, s'est mis d'accord en décembre dernier sur sa position qui est en cours de discussion maintenant avec les députés européens qui représentent le peuple européen. Et donc, on espère un accord sous présidence française, donc d'ici le mois de juin. Ça veut dire que là, le dossier sur cette question qu'on traitera évidemment sur le plateau est entre les mains des députés européens. Des députés européens et des ministres européens qui doivent s'entendre sur le texte final de ce règlement sur... Compte tenu que ce SMIC sera calculé non pas sur un SMIC moyen, mais en fonction évidemment des revenus du pays. Du PIB. Du PIB, on est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'on pourra passer sur L'idée, ce n'est pas créer un seul SMIC européen, c'est de créer un salaire enfin, le SMIC bulgare ne sera pas le SMIC allemand ou le SMIC français, qui est plutôt un SMIC. D'ailleurs, les Allemands ont un SMIC depuis très peu, d'ailleurs. Qui est un... Mindestlohn, oui. Voilà. Mais en fait, il y avait un revenu minimal. Un revenu minimal décent. On l'appelle ça un revenu décent. Et puis, vous savez, dans l'Union européenne, la plupart d'États avaient déjà un revenu, un SMIC. Sauf les Allemands il y avait 5-6 États qui n'en avaient pas. Et donc, l'idée, justement, c'était de créer des conditions de vie décentes lorsqu'on travaille dans tous les pays de l'Union européenne. Avant de nous quitter, Béatrice Engrand et évidemment Adina Revol, pour parler du revenu décent pour l'ensemble des travailleurs et des salariés, mais parlons des jeunes, puisqu'il y a des débats politiques en France sur l'idée de créer, alors chaque candidat a son idée, mais un revenu minimum d'insertion. Chaque candidat a des propositions. C'est quelque chose qu'il faut porter, cette idée-là. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, sont dans des situations souvent de grande déshérence. Il faut avancer sur cette question ? Je pense que ça fait plusieurs années qu'on avance, donc il faut évidemment continuer pour éviter qu'il y ait un gap entre des gens qui sont insérés, qui vivent bien, et puis d'autres... Et des jeunes qui décrochent. Qui décrochent, parce que... Ensuite, s'ils décrochent, si vous voulez, il n'y a pas d'effet d'âge. S'ils décrochent jeunes, ensuite, ils ne raccrocheront pas une fois plus âgés. Donc, évidemment, il faut trouver les solutions pour que la jeunesse française et européenne puisse exister dans l'ensemble de la société. La question, c'est que ça ne soit pas une indemnité donnée comme cela, parce que c'est le débat de l'assistanat, mais que ça soit un salaire ou une indemnité qui soit versée. L'important, en tout cas, c'est qu'elle se sente prise en compte, parce que si elle ne se sent pas prise en compte, elle est forcément plus sensible aux sirènes des extrêmes, et ça, c'est évidemment ce qu'il y a de pire. Et d'ailleurs, démarrer sa carrière avec des très bas salaires qu'on n'arrive pas à rattraper lorsqu'on arrive en fin de carrière. On a démarré trop bas et trop tard, et ce qui pose la question de la retraite. Mais justement, pour revenir à votre question, c'est tout le projet derrière le plan Un jeune, une solution. C'est d'offrir une solution à tout jeune. Accompagné par l'Europe, il faut le dire. Accompagné par l'Europe, donc il y a 5,4 milliards d'euros qui sont mis par le plan de relance européen dans la réussite de ce projet qui est extraordinaire, parce qu'il s'agit de prendre soin de notre jeunesse. Et les accompagner grâce à une plateforme, en tout cas en France, Un jeune, une solution, qui permet de rencontrer l'offre et la demande sur des jeunes et sur lesquels il y a les services civiques. Absolument, il faut le préciser. Il y a toutes les missions de services civiques. Toutes les missions. Aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines de milliers, absolument, il faut y aller. Allez sur le site Un jeune, une solution, parce qu'il y a non qui seulement... Qui est très bien fait. Qui est, je trouve, ergonomique. On a d'ailleurs reçu celui qui pilote ce site internet, qui n'est pas le gouvernement, c'est le prestataire qui gère. Effectivement, c'est un site qui est très très bien fait et qui grossit finalement, parce que tous les dispositifs, et notamment le contrat d'engagement jeune, sera aussi mis en ligne pour que vous puissiez
puissiez aller chercher emploi à votre pied. Un dernier mot de conclusion peut-être sur la suite. Là, le Covid commence à être derrière nous, donc ça veut dire que les jeunes commencent à avoir envie de bouger, j'imagine. Là, ça vibre. En tout cas, pour tous les projets de mobilité européenne, évidemment, on a beaucoup de demandes et il faut que les associations enclenchent pour accueillir les jeunes. Mais enfin, c'est une dynamique qui ne me préoccupe pas du tout parce que ça fonctionne déjà très bien. Bon, il faut que les jeunes Français bougent. L'Europe, c'est vraiment important. Et pour toucher tous les types de publics, il faut cet accompagnement des formateurs, des missions locales, ce qui suppose que tous les acteurs de jeunesse soient formés aussi à la mobilité européenne, soient capables de parler de ces programmes, les vécus aussi eux-mêmes. Et un peu d'argent de poche. C'est comme ça qu'on fera masse. Et un peu d'argent. Et un peu d'argent de poche. Il faut pouvoir vivre sur place. Il faut pouvoir évidemment prendre quelques verres entre amis, parce que c'est ce qui crée aussi les liens entre les jeunes des pays européens. Merci à Béatrice Engrand d'être venue sur le plateau. Vous êtes la présidente de l'agence du service civique, en charge notamment du service civique et de Erasmus+, et de ce corps européen de solidarité, parce que c'est un nouveau dispositif qui vient, mais il est passionnant celui-ci. Et merci à Adina Revol, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France, qui fait de la pédagogie. C'est votre mission de nous expliquer l'action menée par la Commission européenne, parfois un peu malmenée par nos hommes politiques français. On termine par Fenêtre sur l'emploi et on parle de la guerre des talents, et je mets des guillemets au mot guerre, parce que ce mot est un peu bizarre, évidemment, dans le contexte actuel. On en parle avec Thierry Bismuth.